Oui, donc, alors je vais étonner personne en commençant par évoquer le contexte pré-Covid. Je crois que vous êtes tous au courant du fait que la Covid est arrivée dans un contexte quand même assez compliqué internationalement sur la question des vaccins, avec notamment l'OMS qui définit l'hésitation vaccinale comme une des 10 principales menaces pour la santé publique mondiale en 2019. Et sur ce sujet, c'est vrai que la France s'est plutôt distinguée avec des niveaux d'hésitation vaccinale particulièrement importants, surtout par rapport à d'autres pays. Alors, je vais quand même commencer par un peu de terminologie. C'est particulièrement important dès lors qu'on parle des attitudes à l'égard des vaccins. Alors, moi, je vais surtout parler d'hésitation vaccinale. C'est un concept qui s'est imposé dans la littérature sur les comportements de vaccination depuis à peu près 10 ans. Et c'est un concept particulier, c'est-à-dire qu'il ne désigne pas l'ensemble des réticences que l'on peut avoir, mais tout ce qui ne va pas jusqu'au rejet radical de toute forme de vaccination, tout ce qui n'est pas non plus de l'acceptation inconditionnelle de toute forme de vaccination. Mais ça ne désigne pas non plus le désintérêt complet pour la vaccination. Donc ça recouvre en fait une réalité assez complexe, à la fois des attitudes et des comportements, qui englobent à la fois le fait de refuser de faire certains vaccins, mais d'en accepter d'autres, le fait de vouloir vacciner son enfant plus tard, l'adaptation du calendrier vaccinal, mais aussi le fait d'avoir des doutes, mais de se faire vacciner quand même. Et c'est un concept qui est assez important parce qu'il déplace le regard. En fait, jusqu'à ce moment-là, on utilisait surtout le terme de rejet de la vaccination, et ça incitait surtout en fait, à assimiler toute forme de réticence, de doute, d'atermoiement, à des formes peut-être un peu plus radicales de rejet du principe même de la vaccination. Alors, je voudrais quand même souligner le fait qu'encore aujourd'hui, on fait beaucoup cette erreur-là. On a tendance trop facilement à parler d'anti-vaccins dès lors que l'on évoque les réticences. Et c'est un concept qui est important parce que justement, ce que montrent les études, c'est que en fait, la part des personnes qui rejettent toute forme de vaccination, elle est très faible. Alors, c'est toujours très difficile à estimer statistiquement parce que, je veux dire, ce sont des attitudes qui sont relativement complexes, qui se laissent relativement difficilement saisir à partir de 2-3 items dans un questionnaire. Mais en gros, on estime à entre 2 à 4% de la population la part des gens qui refusent toute forme de vaccination. Donc là, ça, c'est une enquête réalisée par le professeur Cohen sur le long cours auprès de mamans, et on voit que dedans, les mamans qui se déclarent contre toute forme de vaccination, c'est autour de 0,3 à 1% de la population. Alors, ce qui est important, c'est aussi qu'il faut introduire une deuxième distinction. La question, c'est pas uniquement est-ce qu'on... La question, c'est à la fois est-ce qu'on a des doutes qui sont ciblés sur certains vaccins ou qui rejettent toute forme de vaccination, mais il faut aussi s'intéresser au degré d'investissement dans la question des vaccins. Alors, il y a notamment sur cette question-là des différences genrées assez importantes, puisque le soin de l'autre, en tout cas en France, il est principalement assigné aux femmes. Ce sont plutôt elles qui ont tendance à se charger des questions d'éducation, d'occupation des enfants. Et donc, ce qui veut dire que lorsque l'on se renseigne sur qui prend la décision sur la vaccination des enfants, c'est en général les femmes. Donc, c'est en général elles qui passent plus de temps à se renseigner sur ces questions. Mais il y a aussi un gradient social, puisque le fait de s'investir dans les questions de santé, vous le savez probablement, dépend aussi de la capacité à le faire au sens de la stabilité que l'on a dans sa vie, le temps que l'on a, les ressources que l'on a, etc. Et donc on voit notamment que par exemple les publics les plus marginalisés, mais aussi les personnes ayant les niveaux d'éducation plus bas, les revenus plus bas, ont eux aussi un peu moins tendance à s'investir dans les questions, dans la réflexion sur les décisions de santé en général et la vaccination en particulier. Et ce qui fait que en fait, on peut arriver à une typologie peut-être en 4 grands cas. C'est notamment ce que l'on a proposé avec Patrick Peretti-Vattel dans un article paru en 2015, où il s'agissait justement de distinguer aussi, pas uniquement du point de vue du type d'attitude que l'on a à l'égard des vaccins, mais aussi de à quel point il traduit peut-être des croyances ancrées, un degré d'investissement dans la décision. Alors c'est une typologie qui est importante parce que c'est une typologie qui permet en fait de se rappeler que en fait, parmi les personnes qui se font vacciner sans se poser de questions, on a en fait énormément de personnes qui ne se posent pas de questions, et notamment qui en fait n'en savent
pas plus, voire même souvent moins, que des personnes qui sont réticentes. Parce qu'on a un peu la tendance à penser que la raison pour laquelle les gens ont des doutes à l'égard des vaccins, c'est parce qu'ils ne sont pas au courant de comment fonctionnent les vaccins. Mais en fait, la compliance avec la vaccination est la plupart du temps basée sur une absence de réflexion, une absence de connaissance, une sorte d'automatisme de la décision, une sorte de délégation de la décision. Bon, donc ça c'est pour les termes que l'on va employer. Alors, si ce n'est pas une question de connaissance, qu'est-ce qui explique les doutes? Ce qui est probablement ce qui nous intéresse le plus. Alors je crois qu'aujourd'hui, c'est assez accepté dans tous les milieux que les attitudes à l'égard des vaccins renvoient à des enjeux de confiance plus larges. Alors la question de la confiance, elle a quand même tendance à être approchée aujourd'hui à partir d'une sorte de lieu commun qui est celui en fait de la crise de la représentation, de la crise de la confiance dans les institutions. Alors cette théorie en fait on retrouve son origine dans les travaux de Ronald Inglehart, un politiste américain qui a publié un ouvrage très important dans les années 70 et qui avance l'idée que l'on vivrait progressivement une crise de confiance dans les institutions qui toucherait jusqu'à la science et l'expertise. Alors, elle est basée sur des données qui fonctionnent très bien aux États-Unis, puisque le niveau de confiance dans la démocratie, les institutions était très fort dans l'après-guerre et il commence à chuter à partir des années 70. Le problème, c'est que lorsque l'on applique cette théorie à la France, en fait, ça ne marche pas très bien. Donc là, je vous mets l'extrait d'un article sorti en 2008 sur la satisfaction à l'égard du fonctionnement de la démocratie. Concrètement, c'est un peu le bazar, puisqu'il y a plusieurs pays dedans, mais si vous regardez les données pour la France, concrètement, en fait, la satisfaction à l'égard de la démocratie en France, mais on trouve ça aussi sur les autres institutions dès lors qu'il y a données, parce qu'il y a beaucoup de problèmes d'accès aux données. En fait, on n'a jamais vraiment beaucoup fait confiance, en tout cas à la politique en France, c'est très fluctuant, et ça fluctue à peu près toujours à des niveaux assez faibles. Et en plus, alors des travaux peut-être plus récents, je pense à ceux du sociologue Alexis Spire, montrent surtout qu'on a des degrés très très différents de confiance suivant le type d'institution dont on parle, le type de sujet dont on parle, etc. etc. Bon, mais par contre, cette première approche, elle a quand même le mérite d'insister sur le fait que la vaccination, c'est pas que de la science. C'est pas que de la science et ce n'est pas que des médecins. C'est toute une chaîne d'acteurs qui vont des producteurs de seringues, aux laboratoires qui produisent des antigènes, jusqu'au ministère de la Santé, l'Agence du médicament, etc. Et donc une chaîne d'acteurs qui comprend à la fois des chercheurs, des autorités, des fonctionnaires, des élus, des représentants du secteur privé, etc. Et c'est important parce que, comme le rappelaient dès les années 80 des sociologues comme Ulrich Beck et Anthony Giddens, en fait, ce qui caractérise les sociétés modernes, c'est que chaque fois que l'on utilise quelque chose, que ce soit votre voiture, même les chaises sur lesquelles vous êtes assis, etc., en fait, en le faisant, vous êtes en quelque sorte obligé de faire confiance à une série d'acteurs qui est toujours plus complexe, une sorte de longue chaîne d'acteurs dont vous ne connaissez probablement pas même le dixième, et pourtant, qui font que cette chaise est là à tel moment, que les normes de sécurité s'appliquent ou non, etc., etc. Et donc ça veut dire que vous ne pouvez pas vivre sans faire un minimum confiance au processus institutionnel chargé de réguler la circulation des biens, et cette confiance, elle est largement aveugle. Et en même temps, vous avez en permanence des scandales qui vont éclater, qui vont montrer les failles dans cette régulation, et donc vous avez en permanence une sorte de mix de méfiance, de confiance aveugle et de méfiance. En gros, ce qui se passe, c'est que la question d'à quel point l'espèce d'équilibre que vous pouvez avoir entre la méfiance et la défiance va beaucoup dépendre d'à quel point vous avez l'impression de bénéficier de ce système. Donc on trouve par exemple que les niveaux de confiance dans les institutions sont plus faibles chez les pauvres, les marginalisés socialement et géographiquement, les minorités ethniques discriminées, etc., etc. Alors, le problème, donc là, on a un ensemble de facteurs structuraux qui expliquent dans quelle mesure il est possible de douter des vaccins parce que l'on doute de l'ensemble des institutions et des acteurs qui sont chargés de réguler leur mise sur le marché. Alors, le problème de ce type d'analyse, quand on les applique à un cas comme la vaccination, c'est qu'elle ne donne en fait que les conditions de possibilité pour que ces doutes émergent. En effet, le problème que l'on a, c'est que tous ces facteurs que j'évoque, ils sont consubstantiels en tout cas au développement du progrès technique, notamment dans les 40, 60, 70 dernières années. Or, la montée des doutes vis-à-vis des vaccins, en France, on arrive à la dater.
le réel moment où il y a une diffusion beaucoup plus large, c'est à partir de 2009-2010. Donc pourquoi est-ce que, alors qu'on a ces facteurs structurels qui sont présents depuis, en tout cas bien avant 2009, pourquoi est-ce que ça arrive à partir de 2009-2010? Et alors là, c'est ce qui fait que l'analyse de l'émergence des doutes, elle doit toujours mettre en lien des facteurs structuraux et aussi des facteurs contextuels. Donc, la question en fait qu'il faut se poser, c'est que s'il y a une facilité, enfin comment dire, s'il y a une propension assez forte chez toute une partie de la population à avoir une méfiance vis-à-vis des institutions, enfin de tout un ensemble d'institutions, voire même de certaines sources d'expertise, pourquoi à tel moment cette méfiance-là, elle s'exprime autour des vaccins et pourquoi elle ne le faisait pas avant? Et donc là, on arrive à un domaine de la sociologie auquel on pense un peu moins souvent, qui est en gros celle qui s'éloigne un peu plus de l'analyse des transformations structurelles et qui s'intéresse davantage aux événements. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un sujet, par exemple, va devenir un objet de débat médiatique? Donc, ce qui m'amène probablement au sujet que vous attendiez peut-être depuis le début, hein, qui est celui des anti-vaccins. Alors, c'est un terme que je vais utiliser systématiquement avec des guillemets, mais je ne vais pas faire ça tout le temps parce que c'est assez... c'est pas très... Ça fait un peu bizarre. Alors, la principale raison qui est mise en avant en général pour expliquer aujourd'hui la montée, ou en tout cas l'attention qu'on donne aux doutes vis-à-vis des vaccins, ce serait que l'émergence d'Internet et des réseaux sociaux donne au mouvement anti-vaccin tout un nouvel ensemble d'outils qui leur permet de toucher une population beaucoup plus large. Donc en gros, on aurait toujours les mêmes anti-vaccins qui sont ceux qui ont émergé dès les premiers temps de la vaccination. Hein. Vous savez, les premières campagnes de vaccination au XIXe siècle, vous avez eu des personnes qui se sont mobilisées pour les critiquer. Et en gros, ces personnes-là, elles existent toujours. Hein. Vous avez toujours des personnes qui rejettent le principe scientifique de la vaccination, qui notamment se basent sur des théories du complot pour expliquer comment est-ce que pendant 200 ans, on a mis en place des politiques de vaccination qui ne fonctionnent pas, etc., etc. Alors le problème que l'on a avec ce type d'explication, c'est que, en fait, oui, effectivement, des anti-vaccins radicaux qui rejettent toute forme de vaccination, si vous les cherchez, vous les trouvez. Ils sont d'ailleurs très actifs sur Internet. Mais le problème, c'est que, je reviens à ce graphique, en fait, l'évolution des doutes à l'égard des vaccins, elle ne correspond pas très bien à l'évolution de l'usage d'Internet dans la société française. En fait, clairement, la montée des doutes en France, elle correspond non pas à... elle ne renvoie pas à ces nouvelles technologies que sont Internet et les réseaux sociaux, mais aux bons vieux médias d'information générale. Ce qu'il y a durant cette période, à partir de 2009-2010, c'est que les vaccins ont fait l'objet quasiment en continu de débats sur leur sécurité. On a eu d'abord la controverse sur la sécurité du vaccin contre la grippe H1N1 en 2009-2010. On parlera de l'hépatite B après, vous verrez. Mais, parce que par exemple... En 2000-2005, c'est autour de 8%, peut-être que c'était moins avant. Le problème, c'est qu'on n'a pas de mesure avant, donc c'est difficile de voir si, en fait, on n'a pas eu une première étape, puis une deuxième étape. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à partir de 2009-2010, on a un changement, on change de palier. Donc là, ce que l'on a sur cette période, c'est des débats sur la sécurité des vaccins en continu, sur la grippe H1N1 en 2009-2010, sur la sécurité des vaccins des adjuvants à base d'aluminium à partir de la fin de l'année 2010, à partir de 2011 sur la sécurité du vaccin contre le HPV, à partir de 2014 sur la sécurité des vaccins polyvalents, et ensuite ça a donné les débats autour de l'obligation vaccinale. Et ce qu'il est important d'avoir en tête, c'est que les acteurs qui sont au cœur de ces débats publics, ce ne sont pas les anti-vaccins traditionnels. C'est-à-dire que les anti-vaccins traditionnels, ils existent encore. Vous avez toujours la Ligue nationale pour la liberté des vaccins, vous avez des acteurs qui critiquent la vaccination en général. Non, les acteurs qui ont été au cœur de ces débats, les acteurs qui sont au cœur de ce débat, ce sont au contraire des associations de patients, des médecins ou même des militants qui ont pris soin de se démarquer des anti-vaccins traditionnels. C'est-à-dire qu'ils prennent soin de se démarquer déjà parce qu'ils disent « nous ne sommes pas contre les vaccins en général, nous n'avons un problème qu'avec ce vaccin en particulier ou cette substance, etc. » Ils refusent de signer des pétitions ensemble, ils refusent de se montrer ensemble, etc. etc. Alors ça c'est un extrait d'un article que nous avons publié récemment avec deux collègues, Florian Cafiero et Paul Guillet-Escuret, où on s'est intéressé justement à 250 acteurs de la critique vaccinale français. On a regardé en fait leur présence dans les médias sur les 30 dernières années. Donc la taille du rond désigne le nombre d'occurrences dans les médias d'information générale français, et on voit que dans les 10 premiers, vous n'avez que des roses. Les roses, c'est ceux qui justement
ne rejettent pas la vaccination en général, mais rejettent que certains vaccins en particulier. C'est eux qui ont été au cœur de ces controverses-là. Et c'est important parce que concrètement, en arrivant avec des discours qui sont centrés sur certains vaccins et une mise à l'écart des anti-vaccins radicaux. Cette mise à l'écart, d'ailleurs, vous la voyez aussi avec les alliances politiques qu'ils ont pu faire. Les anti-vaccins radicaux ont réussi à construire des alliances politiques avec d'autres mouvements très radicaux, notamment les mouvements conspirationnistes, l'extrême droite, l'altermondialisme assez radical, l'ésotérisme, etc. Là, ces acteurs-là, eux, ils ont réussi à trouver des alliés dans des mouvements politiques plus mainstream, alors mouvements autour de la démocratie sanitaire, l'écologie, mais l'écologie représentée par des partis qui ont un certain nombre de votes, etc. etc. Et c'est important parce que c'est grâce à ces positionnements plus modérés qu'ils ont réussi à convaincre les journalistes qu'ils étaient beaucoup plus crédibles, et donc à bénéficier de cette visibilité. Mais c'est important aussi parce que c'est grâce à ce positionnement plus modéré qu'ils sont aussi capables de convaincre une grande partie de la population du caractère crédible de leurs arguments. Lorsque vous avez quelqu'un qui débarque et qui vous dit il y a la 5G dans le vaccin et on vous piste, il y a peu de chances que vous l'écoutiez, alors que si on vous dit, mais vous savez, il y a des personnes qui ont des prédispositions génétiques à surréagir à l'aluminium, et en fait il y en a beaucoup plus qu'on pense, on dit ça ressemble un petit peu plus à un discours scientifique, etc. etc. Et c'est important aussi parce que leur discours il est aussi plus crédible pour les médecins, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les médecins généralistes il y a aussi parmi les médecins généralistes une part assez importante de personnes qui sont, de médecins qui sont eux-mêmes hésitants, et ils sont hésitants aussi pourquoi ? Parce qu'ils croisent ce type d'arguments qui sont beaucoup plus entendables, beaucoup plus crédibles scientifiquement et politiquement, etc. Et ce qui m'amène... Et on le voit par exemple lorsqu'on regarde les données au niveau du public, les doutes du public, comme je vous l'ai montré avant, ce n'est pas la vaccination en général, c'est ciblé sur certains vaccins en particulier. Et ces doutes, ils sont ciblés, ils sont centrés sur les vaccins qui ont fait l'objet de ces débats publics. Le vaccin contre l'hépatite B, le vaccin contre le HPV, l'usage d'aluminium, et encore maintenant, alors c'est assez intéressant, vous faites des entretiens, les gens disent « je suis contre le vaccin contre la grippe H1N1 », on dit en fait, il n'y a plus de vaccin contre la grippe H1N1, en fait, il y a la souche H1N1 dans le vaccin contre la grippe saisonnière, mais il n'y a plus de vaccin contre la grippe H1N1. Mais non, je suis contre ce vaccin-là. Bref. Et alors, ça m'amène à ma conclusion, c'est que, justement, on a tendance à vouloir chercher systématiquement les facteurs structuraux, mais il ne faut pas oublier aussi cette structuration des débats publics et aussi cette structuration des mobilisations autour des vaccins. C'est largement autour de cela que se construit le paysage complexe des doutes à l'égard des vaccins. Et ce paysage complexe, on l'a vu ressurgir avec l'épidémie de Covid. On voit à nouveau que les doutes sont centrés sur certains vaccins en particulier. Donc là, je vous présente des données qui sont récentes qu'on a réalisées avec le consortium Covir-Evac. C'est le 10-13 mai, sans S. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis un S, je devais être fatigué. Ce que l'on voit clairement, c'est qu'aujourd'hui, les vaccins ARN messager et le Pfizer en particulier font très peu l'objet de réticence, alors qu'il y a très très peu d'adhésion sur le vaccin AstraZeneca. Et ce qui est important, c'est que ça ne vient pas de la mobilisation particulière des milieux anti-vaccins contre le vaccin AstraZeneca. D'ailleurs, en fait, la mobilisation s'est plutôt concentrée sur la thématique des vaccins à ARN messager. Non, pourquoi l'AstraZeneca ? Parce qu'il y a eu un débat public, beaucoup de couverture médiatique, de la question des thromboses, de l'efficacité du vaccin, etc. Donc ce n'est pas en déconnexion avec le monde des débats politiques et scientifiques mainstream. Et puis on a aussi vu une autre chose pendant la Covid. Ce que l'on voit, c'est la grande volatilité des intentions de vaccination. Alors, si vous regardez les données, vous avez des intentions de vaccination qui sont autour de 75% de mars à mai de l'année dernière. Elles descendent progressivement jusqu'à 40% en décembre, et à partir de janvier, elles augmentent progressivement pour atteindre autour de 70% aujourd'hui. Alors ça, c'est très important, parce que déjà, ce que ça vous dit, c'est que ces attitudes, elles sont très sensibles à l'évolution du contexte particulier, mais ce que ça nous dit aussi, c'est que cette volatilité, ça veut aussi dire que lorsque l'on mesure ces attitudes, très souvent, ce que l'on mesure sont juste des opinions à un moment donné. Et ça, c'est important, et c'est le point sur lequel je conclurai, c'est que, donc j'ai fait une présentation sur l'hésitation vaccinale, c'est un peu mon domaine d'expertise, mais aujourd'hui, ce qui est le plus déterminant quant au comportement de vaccination, c'est pas
uniquement les opinions, les représentations que les gens ont. Ce qui est le plus déterminant aujourd'hui, c'est est-ce que la vaccination, elle est amenée vers vous? Est-ce qu'elle est recommandée par votre médecin? Est-ce que c'est facile de se faire vacciner? Est-ce que l'on va vous chercher? Parce qu'aujourd'hui, dans les intentions, vous avez toute une partie de la population qui n'est pas forcément contre se faire vacciner, mais qui est surtout pas particulièrement motivée. Donc ceux-là, on a tendance à les oublier parce qu'on dit bah, s'ils ne sont pas contre la vaccination, ils vont se faire vacciner. Non, ils se feront vacciner qu'à condition que vous mettiez, que vous fassiez rentrer la vaccination dans leur vie et que vous les aidiez à transformer cette motivation extrêmement molle en une vaccination, en un acte. Et ça marche aussi beaucoup pour les personnes qui ont des réticences. Une partie d'entre eux sont des réticences qui sont très fortes, basées sur beaucoup de réflexions, de renseignements, etc. Peut-être que vous n'arriverez pas à les convaincre. Par contre, pour une énorme partie d'entre eux, c'est j'y ai réfléchi 3-4 minutes par-ci, par-là, mais à un moment donné, si une sorte de rituel est mis en place pour essayer de convaincre la personne et faire en sorte que la vaccination se fasse facilement, vous arriverez à la faire vacciner. Donc c'est ce point sur lequel je voudrais vraiment terminer, parce que c'est aujourd'hui, il y a quand même des chances que les niveaux de vaccination commencent à, que la progression de la vaccination en France commence à diminuer, et il y a deux raisons à cela. Une des raisons, c'est que l'on commence à arriver vers les publics qui ont des réticences, mais aussi et surtout, on commence à arriver vers les publics qui n'ont pas suffisamment de motivation pour faire tous les efforts nécessaires pour se faire vacciner. Et ça, c'est publics qu'il faut aller les chercher. Voilà, je vais terminer là-dessus. Merci. Merci. Henri Partouche, Paris. Je travaille beaucoup sur l'hésitation également. Donc, effectivement, je suis d'accord avec vous. FDUB avait défini l'hésitation par le manque de confiance ou la difficulté d'accès à la vaccination, qu'elle appelle convenience en anglais, ou la négligence de l'importance de la maladie à prévention vaccinale, qu'elle appelle complacency. Et effectivement, la politique actuelle, la stratégie de la Direction générale de santé, c'est d'augmenter l'accès vers une politique d'aller vers des populations qui sont peu accessibles à la vaccination. Or, l'aller vers dans les centres de vaccination, c'est pas possible. Et nous, les médecins généralistes, on est les acteurs de l'aller vers et on est dans la proximité. J'aimerais bien avoir votre avis sur ce paradigme qui est plutôt celui des centres de vaccination aujourd'hui par rapport à notre pratique qui améliore l'aller vers. Ah oui, alors en fait, j'aurais dû déclarer mes conflits d'intérêts, mes liens d'intérêt. J'ai pas de lien d'intérêt. Je le fais maintenant. Merci de me l'avoir rappelé. Je pense que vous avez tout à fait raison. Je pense déjà c'est bien d'avoir rappelé la typologie d'FDUB. Hein. Il y a vraiment la question de la confiance, la complacency et la convenience. Je pense que vous avez raison d'insister sur le fait que les médecins sont des acteurs indispensables pour l'aller vers. À la fois parce que vous êtes directement en contact avec toute une diversité de publics, mais aussi parce que vous êtes l'interlocuteur en lequel les gens ont le plus confiance. Ça c'est très important. Et d'ailleurs, c'est un point sur lequel en fait, tous les spécialistes de l'hésitation vaccinale insistent depuis un peu de temps, mais j'ai quand même l'impression que la campagne de vaccination s'est beaucoup axée sur des grands centres de vaccination. Alors, les grands centres de vaccination, c'est très bien pour vacciner des gens qui sont motivés. Donc, dans un premier temps, c'est bien de faire cela. Ce qui est sûr, c'est que donc vous dites que la stratégie de la DGS va de plus en plus vers l'aller vers. Je suis très heureux d'entendre cela. Je pense qu'il y a vraiment énormément de choses à faire là-dessus. Énormément. Je pense qu'on aurait dû commencer à en faire plus tôt. Et le problème de cette stratégie de l'aller vers, c'est que c'est une stratégie qui est déconcentrée. C'est très difficile de l'organiser au sommet de l'État à un niveau national. C'est une stratégie qui est locale, qui implique à la fois de mobiliser toutes les forces vives médicales qui sont déjà épuisées par 1 an et demi de Covid, mais ça implique aussi de mobiliser des forces qui sont en dehors du milieu de la santé, des associations, le secteur médico-social, etc., pour identifier et toucher ces publics très spécifiques qui sont parfois difficiles à
à atteindre. On pense évidemment au SDF, mais ça peut être toute une diversité publique que sont les livreurs, Deliveroo, etc., etc. Donc c'est vraiment une mobilisation du tissu social, et c'est vraiment à ce moment-là en fait, qui est mise à l'épreuve. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a une mise à l'épreuve de l'adhésion à la santé publique dans le milieu médical décisionnaire aujourd'hui. C'est-à-dire que est-ce qu'on va réellement faire une politique de santé publique, enfin des politiques de santé publique dans lesquelles on mobilise tous ces acteurs pour aller chercher les personnes, ou est-ce qu'on va rester dans quelque chose qui est très, faciliter l'accès au sens d'ouvrir beaucoup de places, mais pour ceux qui utilisent la goutte Doctolib, ils ne vont pas aller dans les centres de vaccination. Merci beaucoup pour cette présentation. Rémi Boussajon, professeur de médecine générale à Lyon. Merci pour votre intervention, mais j'avoue que je me suis retrouvé dans les médecins qui hésitent sur un ou deux vaccins, par exemple. J'ai écrit sur HPV, sur la grippe. Et en fait, j'avoue que c'est tout un commentaire que je vais faire. Je trouve que votre prisme, le prisme d'étude sur le mot hésitation vaccinale n'est pas adapté. On ne parle pas d'hésitation médicamenteuse, par exemple. Vous avez étudié l'hésitation médicamenteuse? Peut-être que, d'un point de vue général, elle serait énorme. Donc en fait, je crois que le prisme de nos enquêtes est un peu biaisé dès le départ, parce qu'en fait, il omet le fait qu'il puisse y avoir des problèmes réels, réels, par exemple, l'absence de preuves. C'est pas de votre faute si certains vaccins n'ont pas démontré leur bénéfice. Mais faut-il être pro-vaccin quand il n'y a pas de preuves? Vous allez dire, qu'est-ce que vous allez me répondre? Donc moi je trouve que c'est un petit peu tronqué de présenter une étude là-dessus, et j'aurais aimé voir les sociologues de travailler sur l'hésitation médicamenteuse en général pour comparer. Et peut-être qu'on va s'apercevoir qu'il y a les mêmes chiffres et qu'en fait c'est un prisme particulier. Merci pour ce commentaire. En fait, ce qui est intéressant, c'est que, tout concept a à la fois des avantages et des inconvénients. Le concept d'hésitation vaccinale, l'avantage qu'il a eu, c'est vraiment déplacer le regard du refus vers une réflexion sur toute la diversité des attitudes, et notamment, un des objectifs, ça a été justement de montrer que la plupart du temps, lorsque les gens ont des doutes vis-à-vis d'un vaccin, ils ont des bonnes raisons. Alors, des bonnes raisons au sens sociologique du terme. C'est-à-dire que parfois, en fait, il y a des incertitudes. Vous prenez par exemple la vaccination contre l'hépatite B et le lien avec la sclérose en plaques. Dans un premier temps, on n'a pas les statistiques montrant qu'il n'y a pas de lien entre les deux. Donc en fait, qu'est-ce que vous dites? Vous dites que c'est absolument irrationnel de douter de ça? Non. Mais ça, justement, c'est exactement le type de message qui est porté par les spécialistes d'hésitation vaccinale. Alors, donc c'est pour ça que je suis un peu étonné. C'est-à-dire que vraiment, lorsque vous regardez la trajectoire des discours sur la doute vis-à-vis des vaccins, l'usage de ce concept, c'est vraiment une rupture. C'est vraiment un moment où c'est vraiment utilisé pour, au contraire, reconstituer la logique et potentiellement la légitimité de ces doutes. Vous voyez par exemple comment les discours autour du... par exemple, au niveau international, beaucoup de personnes ont dit les Français font n'importe quoi sur la communication sur les vaccins en novembre-décembre. Pourquoi? Parce que vous aviez professeur Fischer, mais aussi plein de spécialistes de vaccinologie qui disaient mais attendez, juste pour l'instant, on ne sait pas si les vaccins ils sont efficaces, on ne sait pas ceci. Donc, et ça, pour moi, en tout cas, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à toutes les personnes, c'est vraiment d'insister sur le fait qu'il faut arrêter de parler de la vaccination en général, il faut arrêter de prendre les gens à jour pour les comptes, et il faut admettre que souvent, quand il y a des doutes, il y a, des raisons d'y avoir des doutes. Ça, c'est une première chose. Sur la question du caractère biaisé, moi j'approche ces questions-là en sociologue, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse c'est... moi je vais pas vous répondre sur est-ce que le vaccin HPV il est très bien ou pas. Si j'étais vous, je ne poserais pas cette question à un sociologue, je poserais cette question à un spécialiste du vaccin HPV. Je sais bien que c'est pas ça que vous avez demandé. Mais pour moi en fait, que les personnes aient raison ou pas de faire ce qu'ils font, c'est pas ça qui... c'est pas ça qui intervient dans l'analyse. Ce qui intervient dans l'analyse, c'est est-ce que ce qu'ils pensent, c'est en accord ou pas avec les recommandations officielles à un moment. Que ces recommandations soient justifiées ou pas, du point de vue sociologique, ça peut ne pas faire de différence. Parce que, par exemple, vous prenez par exemple les analyses classiques de l'antisémitisme dans la France et dans l'Allemagne des années 30, en fait, c'est être marginal que de ne pas être antisémite à ce moment-là. Ce qui compte, c'est à quel point c'est où est la marque. Moi, c'est ce type de question-là. Donc, résultat, je ne suis pas sûr que mes travaux aient un pied particulièrement correct. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est réfléchir à comment est-ce qu'une langue, est-ce que légitime ou pas, elle est... alors après, il se trouve que moi, je suis correct. Sur les médicaments, il y a... oui, je vais pas mal sur les médicaments. Oui. Sur les médicaments, voilà. Alors ça aussi, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de travaux sur les...
Il n'y a pas assez de travaux sur les attitudes à l'égard des médicaments, et c'est très intéressant de regarder ça. Vous avez, par exemple, ça renvoie à tous les travaux, par exemple, sur les attitudes des femmes à l'égard notamment de la contraception et des médicaments. On sait que historiquement, les souffrances et les effets secondaires associés ont été ont été très peu pris en compte, etc. etc. Donc, oui, effectivement, il faut faire la connexion entre ces deux domaines de recherche. J'ai l'impression qu'elle est faite, notamment vous avez beaucoup de travaux américains qui s'intéressent à comment est-ce que les minorités ethniques persécutées, comment cela, les luttes à l'égard des vaccins s'ancrent dans ce vécu et comment la non-confiance dans les autorités de santé aux États-Unis chez les Noirs et les Mexicains, elle est en fait justifiée. Voilà. Mais effectivement, élargir aux médicaments, c'est intéressant, même s'il y a une spécificité. Merci pour cette présentation. J'avais une question par rapport à ce que vous aviez dit sur le rôle des médias, et notamment des médias classiques, entre guillemets, la télévision et la presse, et des médias plus nouveaux comme Internet. Vous disiez que c'était les médias classiques qui jouaient un rôle dans l'apparition de l'antivaccinalisme, principalement. Et du coup, est-ce que les positions très fortes au niveau de l'antivaccinalisme sur Internet peuvent pour vous quand même avoir un impact? Est-ce que par exemple des initiatives qui vont viser à interdire ou du moins à minimiser ces positions très fortes vont avoir un impact positif, ou est-ce que pour vous ça se joue vraiment plutôt sur les médias plus classiques? J'ai juste tiqué sur le terme anti-vaccinalisme, parce qu'anti-vaccinalisme, pour moi, ça désigne le rejet de la vaccination en général, alors que justement, ce que l'on voit dans les médias d'information générale, c'est plutôt de la critique vaccinale. C'est juste ça. Sur la question du rôle des réseaux sociaux, c'est vraiment un débat scientifique aujourd'hui qui n'est pas complètement tranché. Hein. Ça fait 5 ans que des études publiées sortent, etc. Et pour l'instant, j'ai l'impression que le consensus qui est en train de se dégager, mais ça fait encore l'objet de débat, c'est que, en gros, les réseaux sociaux ne permettent pas de toucher un public très large comme on a pu penser à un moment. Vous vous souvenez peut-être de la publication en 2017, les fake news voyagent plus loin et plus vite que les vraies news, ça on en est complètement revenu. Par contre, ce vers quoi on va, c'est plutôt l'idée que, en gros, les mobilisations des anti-vaccins sur Internet, ça permet au fur et à mesure de toucher un petit public en plus. Donc un petit public en plus, un petit public en plus, un petit public en plus, ça commence à constituer des grandes minorités de personnes très radicalement opposées à la fois à la vaccination et à tout un ensemble de choses. Donc ce qui fait que c'est important. Alors, ça ne veut pas dire que par exemple les efforts de Facebook, de Twitter pour limiter la viralité ne soient pas... ça veut dire qu'elles ont une certaine efficacité, parce que chaque coup permet de toucher un peu moins de personnes. Par contre, il permet toujours de toucher certaines personnes. Donc voilà, j'ai l'impression, en tout cas c'est ce qui ressort de la littérature aujourd'hui, en tout cas des débats autour de cela, qui est qu'en gros on aurait la constitution d'une sorte d'union des positionnements radicaux, avec d'ailleurs comme nœud l'émergence d'un mouvement conspirationniste très concerté, très organisé, et qui ferait la jonction entre ces différents mouvements marginaux, mais qui se retrouvent autour d'un certain nombre de thématiques, dont les vaccins. Donc ça grandit, mais ça grandit dans une minorité particulière. Par contre, si la minorité grandit, ça ne veut pas pour autant que ce n'est pas un problème. Il faut se souvenir par exemple que l'épidémie de rougeole aux États-Unis, elle émerge, en Californie, elle émerge parce que vous avez une petite minorité qui n'est pas vaccinée du tout, et pour le coup qui est concentrée. Dernière question, donc Guillaume Pinel, Castellodari. Il y a deux réflexions à la fin de votre topo. Vous concluez au fait que finalement il faut aller chercher ces patients pour essayer de les convaincre, en tout cas de les vacciner. Dans une période où la démographie médicale est extrêmement plus bas, on va dire, donnez-vous l'impression que vous donnez cette mission supplémentaire d'aller chercher ces patients qui sont effectivement relativement défiants et difficiles à convaincre. C'est quasiment une mission de santé publique, parce qu'on ne peut pas faire du phoning, on est dans une souffrance sur le plan médical qui est complexe, on a des consultations qui sont avec extrêmement de plus en plus de motifs, et ce sont des débats sans fin qui sont extrêmement chronophages et épuisants. Et c'est vrai que c'est une mission qu'on ne peut plus assumer. On pose la question, on peut en discuter 2 minutes, mais souvent vous pouvez parler par exemple du vaccin contre HPV, refus de vaccin HPV, ça me permet moi de savoir que je vais noter et je ne veux plus y revenir parce que c'est extrêmement épuisant.
La deuxième réflexion, donc je pense qu'effectivement c'est une mission de santé publique, comment faire pour aller chercher ces patients-là qui sont réfractaires à la vaccination. Et la deuxième réflexion, j'aurais pensé que vous puissiez nous donner quelques clés justement pour essayer, quelques outils pour essayer de lancer des débats là. C'est peut-être... Ça arrive. Ah, c'est moi, excusez-moi. J'ai anticipé le débat. Bah, c'est parfait. Ouais. La transition est immédiate. Juste sur le premier point, quand je dis il faut aller chercher, c'est pas que les médecins qui doivent aller chercher. Hein. Vraiment, vous avez vraiment raison de souligner avec quelles ressources est-ce que le médecin généraliste ferait ça. C'est pour ça vraiment que j'insiste sur le fait que c'est une politique de santé publique. Là, j'ai l'impression qu'on dit aux médecins faites-le. Faites-le dans la mesure du possible, mais clairement, dans ce que je dis, il faut aller les chercher, c'est pas uniquement les médecins. Là, pour le coup, ça doit se jouer au niveau. Il doit y avoir une politique concertée avec un budget, des budgets retransmis au niveau local pour les ARS, pour les PMI, etc. Voilà. L'idée, ce n'est pas du tout de vous mettre sur les épaules, loin de là. D'ailleurs, je pense que c'est principalement pas sur les épaules.